Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur le thème des bâtisseurs. Je suis vraiment heureux de vous retrouver. J'étais ici à côté des pyramides et je me suis dit que c'était quand même un endroit incroyable pour tourner cette vidéo. Alors je suis heureux de vous accueillir ici. Voilà, ça fait déjà une semaine qu'on a sorti la vidéo sur le thème des bâtisseurs. C'était des extraits de la formation qui vient de sortir sur le site internet gamekezak.com. Vous avez le cercle d'études en ligne. Et donc voilà, je me suis dit que c'était un cadre idéal pour vous parler un petit peu plus de ces bâtisseurs parce que quand même s'il y a un monument emblématique de cette attitude qu'ont certains hommes de pouvoir s'organiser, de pouvoir se transmettre des secrets de construction, de pouvoir laisser un message, de graver quelque chose de très très particulièrement signifiant dans une œuvre collective. Les pyramides, c'est vraiment ça. Et je trouvais que c'était un bon endroit pour commencer et lancer le sujet. Les pyramides, moi, ça m'a toujours bien sûr fasciné, comme vous tous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'histoire que c'était un tombeau pour un pharaon, moi assez jeune, ça m'a c'est pas ça qui me fascinait parce que j'imaginais très facilement qu'il y ait des gens s'organisaient pour faire ça parce que moi j'ai travaillé très jeune aussi la construction, j'ai pas vraiment adhéré aux différentes théories qui étaient données sur les modes de construction et j'ai tout de suite senti une sorte de mystère dans l'accomplissement concret. Mais aussi moi ce qui m'a marqué très jeune, c'est que je m'imaginais l'organisation nécessaire pour faire un truc comme ça, la science nécessaire, le savoir-faire nécessaire je sais pas moi, en géologie, en physique même, en mécanique des fluides, tout ça, c'est incroyable. Et moi, très jeune, c'est quelque chose qui m'a questionné parce que je trouvais que la façon dont on nous le proposait, c'était un petit peu réduit à peau de chagrin. Donc, il y avait un pharaon qui voulait se faire un tombeau pour devenir éternel, et donc il a demandé à un architecte génial, et l'architecte génial, il a déployé un savoir-faire inédit dans l'histoire de l'humanité, et en 20 ans, ils ont torché le chantier. Ils étaient très très nombreux à bosser, et puis moi, je me disais, mais c'est incroyable. Comment on peut organiser tout un pays parce que il y a des dizaines de milliers d'hommes qui doivent travailler 24 heures sur 24, ils doivent être nourris. Moi, très jeune, je me suis posé ces questions-là. Et donc, j'étais fasciné par les pyramides aussi de ce point de vue-là. Et donc voilà, je suis content d'y être venu déjà plusieurs fois parce que, en fait, à chaque fois que je viens, le mystère s'épaissit. C'est le contraire, c'est pas du tout quelque chose qui perd de son charme ou j'ai une succession de réponses. Le mystère s'épaissit et même du coup quand je vais voir des bâtiments remarquables, des cathédrales, des endroits, des menhirs, vous savez, des dolmens, des choses comme ça, vraiment des constructions, des traces humaines qui sont hors du commun. Et ben en fait, j'ai toujours plus de questions parce que j'ai l'impression de retrouver une atmosphère commune. Je sais pas comment dire, c'est pour ça que j'en parle plus en détail dans la formation que j'ai appelée les bâtisseurs, parce que c'est au sens large. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'incroyable, c'est que à différentes époques, dans des cultures, des religions qui n'ont rien à voir, sous différents cieux, pour des raisons différentes, les hommes ont été capables de s'assembler pour faire des œuvres qui dépassent l'entendement et dans lesquels leur nom n'est pas associé, parce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je pense qu'on a du mal à imaginer. Aujourd'hui, on est très très associés, nos noms sont très importants pour nous, on veut absolument qu'on se souvienne de nous. Et la plupart des bâtisseurs, en réalité, on connaît pas leur nom, ils n'ont pas gravé leur nom sur les monuments. Et bien, alors en plus la pyramide de Khéops, tout ça, c'est encore pire, c'est que soi-disant, ce sont des tombeaux pour des pharaons, sauf qu'il n'y a même pas leur nom à l'intérieur, donc c'est encore plus ironique. Et je trouve que la pyramide en elle-même, en soi, elle est très représentative de ça, parce que elle est un assemblage de blocs avec une forme de hiérarchisation de la place, de la position de chaque bloc. Et je trouve qu'elle représente un peu comme l'idéal de construction intérieure d'un individu, parce que vous le savez probablement, si comme moi vous êtes sur un chemin de connaissance de vous, de travail sur soi, et on sait qu'il faut hiérarchiser nos sensations, hiérarchiser nos pensées, nos sentiments, nos désirs, prioriser nos volontés, nos espérances, organiser, hiérarchiser nos souvenirs, nos souffrances, nos espoirs. Vous voyez, tout notre être intérieur, en réalité, il devrait se construire et s'organiser de cette façon-là. Et je trouve que cette forme qui a été trouvée nous parle d'un respect de l'individu, puisque chaque bloc est essentiel, il est individuel et il est essentiel à l'œuvre d'ensemble, et en même temps d'une hiérarchisation indispensable, et cette forme générale qui s'élance comme ça vers le ciel et qui aboutit à l'unité absolue, puisque on sait qu'au sommet des pyramides est posé un pyramidion, donc c'est une seule pièce qui est pas très grande et qui finit littéralement par un point au-dessus duquel il y a un vide infini.
Et de voir cette masse qui collectivement s'élève comme ça et rejoint un point d'unité absolue qui est surélevé, et de se dire que si chaque bloc ne joue pas son rôle, en fait, on ne peut pas poser le sommet de cette œuvre qui assure la cohérence et qui est à la fois le sens global de la présence de chacun, eh bien de se dire que chacun est indispensable à cet accomplissement et à cette réalisation. Et donc c'est à la fois la cohabitation de deux choses qui peuvent parfois nous sembler complètement même antinomiques, c'est-à-dire des individus forts, des individualités fortes dans une société. Chacun de nous doit vraiment savoir qui il est, quel rôle il joue dans un ensemble, quelle est sa fonction, et en même temps la participation à une œuvre collective qui a un sens et qui fait que, pour moi c'est vraiment le grand message de la pyramide, personne n'est supérieur ou inférieur, même si chacun a une fonction dans un ensemble pour assurer cette forme et cette élévation du regard. On sait très bien qu'à l'intérieur de nous, il y a des compétences plus rares que d'autres. C'est-à-dire que ceux qui se trouvent à 50 mètres au-dessus du sol est plus rare que ceux qui se trouvent au niveau du sol. Et je trouve que c'est un beau message de se dire que ce n'est pas du tout une preuve de supériorité, mais plus d'exclusivité ou de rareté. Et que la rareté a besoin de quelque chose qui est moins rare pour être porté, et que il y a une sorte de synergie et d'interdépendance entre les deux, et que probablement à l'intérieur de nous-mêmes aussi, il y a des parties de notre être, des fonctions, des capacités que nous avons, qui sont plus exclusives, plus rares, plus précieuses, des moments que nous vivons qui sont plus rares. Vous voyez, nous vivons des moments qui sont rares et précieux, et pourtant ces moments rares et précieux, ils sont portés sur un ensemble de gestes quotidiens, de moments quotidiens, qui peuvent du coup peut-être être un peu banals, être un peu répétitifs, et qui pourtant sont nécessaires pour porter les moments plus exclusifs que nous pouvons vivre et dans lesquels nous pouvons exprimer des parties de notre être un peu moins fréquentes, moins ordinaires. Et que dans un ensemble cohérent, tout notre être fonctionne de cette façon-là, et que en tout cas pour moi c'est un idéal. Je me trouve là face à un de mes grands idéaux de vie personnel, c'est-à-dire que je réussisse à l'intérieur de moi à fonctionner comme une grande pyramide avec une élévation permanente, que toutes mes expériences de vie qui sont proches de la Terre puissent trouver un sens et une élévation par l'affirmation de quelque chose absolument unique et particulier que je suis. Et donc, je suis en permanence en recherche de ce point absolu à l'intérieur de moi qui est une unité. Et cette unité, elle est à la fois infiniment petite, parce que le sommet du pyramidion, c'est le point le plus petit et exclusif de la pyramide, et qui rejoint pourtant l'infinité sous les étoiles. Et pour moi, c'est aussi la pyramide, l'écriture parfaite, en tout cas à laquelle j'aspire, de ce que nous, les humains, nous devrions former, nous tous ensemble. J'aimerais que nous puissions à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'une communauté, à l'échelle d'un territoire, former des communautés comme ça. C'est Saint-Yves d'Alvèdre, un grand chercheur, philosophe mystique français que j'aime beaucoup, de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui parlait de la synergie et de la synarchie. C'est-à-dire qu'il réfléchissait beaucoup sur les questions sociales, c'était très à la mode en France à l'époque. On réfléchissait sur une réorganisation. Il y avait eu la Révolution française, il n'y avait plus de monarchie, on avait défait d'autres tentatives de monarchie, il y avait une république qui se mettait en place, il y a eu plusieurs républiques, et il réfléchissait sur quelle était finalement la meilleure organisation sociale humaine dans laquelle tous les corps, toutes les compétences peuvent être respectées, les individus peuvent être respectés, pris dans un ensemble de liberté, et en même temps une forme de collaboration intelligente. Et il était arrivé à cette idée de synarchie, c'est-à-dire la synergie, mais dans une forme de pouvoir. Et donc, il devrait exister pour l'humanité une façon d'exercer le pouvoir dans lequel il y a une synergie collaborative et une intelligence. Et pour moi, la pyramide, c'est vraiment l'écriture parfaite, et c'est un message des bâtisseurs pour moi. Et de ce point de vue-là, je ne crois pas du tout que ce soit un tombeau. D'ailleurs, il y a beaucoup d'absence de preuves pour supporter la théorie d'un tombeau. Et d'ailleurs, on est passé au musée du Caire cette semaine, bien sûr, et on a vu la petite statue de Khéops, qui est la seule chose qui est la preuve de son existence, et qui est littéralement grande comme ça. Et voilà, pour moi, ça n'a aucun sens de se dire qu'on a construit un monument comme ça pour un homme appelé Khéops, et qu'il n'y a même pas son nom à l'intérieur, ni nulle part dans les alentours de ce monument. Voilà, pour moi, c'est vraiment un message des bâtisseurs pour laisser une trace
du grand miracle de l'Égypte, qui a été un des grands miracles de l'Égypte, qui a été de réussir à créer une société fonctionnelle, dans laquelle il y avait une hiérarchie des talents, une hiérarchie des compétences, mais cette hiérarchie était basée sur un ordonnancement des choses et non pas sur un écrasement des êtres ou une supériorité abstraite. Alors après, bien sûr, je pense qu'avec le temps, effectivement, il y a eu des tombeaux qui ont été faits pour des êtres. Il y a peut-être même des pharaons qui ont voulu être enterrés à l'intérieur pour accéder à une forme d'immortalité. Je pense pas que c'est la destination première. Je pense que vraiment, les bâtisseurs, quelle que soit l'époque à laquelle ils ont vécu, parce que vraiment, je questionne énormément la chronologie qui nous est donnée officiellement par les égyptologues, qui est basée sur finalement pas grand-chose, je trouve. Peu importe à quelle époque ça a été fait, mais ce message, pour moi, il est celui d'une inspiration et c'est un message qui se lie avec le cœur. C'est-à-dire que, tu vois, je me suis approché de ces pyramides et je les ai regardées avec le cœur, j'ai respiré avec et je me suis demandé pourquoi des gens sont capables de s'assembler pour faire un truc comme ça. Tu vois, c'est comme les cathédrales. Comment des gens sont capables de se mettre ensemble? Mais ces questions sont ouvertes même sur des sites mégalithiques de la préhistoire, tout ça, de l'âge de bronze, même Göbekli Tepe en Turquie sont des sites extrêmement anciens et on se demande comment, sur plusieurs générations, des groupes d'hommes sont capables de maintenir une vision, un état de conscience, une mise en forme de ce qu'on peut appeler le message des bâtisseurs, qui est la collaboration intelligente des hommes pour un idéal supérieur que nous accomplissons ensemble lorsque nous sommes capables de nous associer avec intelligence. Et donc, par exemple, ceux qui ont des gros bras, ils vont être attribués, affectés à telle tâche. Ceux qui sont des musiciens, des encourageurs, je sais pas moi, ils font du djembé, ils ont du tam-tam, donc ils sont capables de protéger, de maintenir un enthousiasme et de préserver les gens d'une lassitude, d'un découragement. Il y a des gens qui sont des très bons planificateurs, des organisateurs, il y a des cuisiniers, il y a des concepteurs, des mathématiciens, des géomètres, il y a des astronomes qui vont être capables d'assurer un alignement stellaire de ces constructions. Vous voyez, comment des hommes sont capables d'associer leurs compétences et leurs talents en une seule forme d'intelligence et que cette intelligence s'exprime à travers une œuvre cohérente, capable en plus de traverser les âges pour délivrer son message de siècle en siècle. Moi, je trouve que c'est fascinant. Et de ce point de vue-là, notre monde d'aujourd'hui et nos sociétés humaines d'aujourd'hui, ce qu'on appelle nos pays, nos communautés, la société, les organisations internationales, les entreprises, ce sont des sociétés. Une entreprise, c'est une société humaine. Je trouve qu'elle aurait beaucoup de leçons à prendre et surtout d'intelligence à recevoir, parce que des êtres, il y a des milliers d'années, ont été capables de faire des trucs complètement hallucinants, en ajoutant en plus la dimension, et ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, de la beauté, du sens, de l'harmonie, de la proportion, de la reliance avec le coucher du soleil, le lever du soleil, les solstices, les équinoxes, les étoiles, des alignements qui font que l'œuvre est mise en résonance. Et pour moi, elle porte le message que non seulement nous devrions être capables de faire ça, nous devrions être capables d'être des individus cohérents, forts, affirmés, se connaissant eux-mêmes pour pouvoir eux-mêmes se placer dans une hiérarchie, dans une cohérence d'œuvre d'ensemble, mais en plus faire quelque chose ensemble qui est en résonance et en cohérence avec l'environnement. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'environnement, tout ça. Pour moi, on nous bassine un peu avec toutes ces notions-là dans des phrases qui ne veulent rien dire, pour des projets collectifs qui sont complètement idiots, avec un manque d'intelligence patent. Et je trouve qu'on a des leçons à prendre même à ce niveau-là. Je trouve que le message des bâtisseurs, il est également un message d'écologie intérieure, individuelle, d'écologie collective, sociale, communautaire, et d'écologie tout court, c'est-à-dire de la résonance avec les lignes de force du champ électromagnétique terrestre, voilà, les alignements avec les levées et les couchers du soleil. Je trouve que quelque chose comme les pyramides, mais les cathédrales aussi, et énormément d'endroits, de lieux sacrés, sont des messages intemporels extrêmement puissants, toujours valides. Et je trouve qu'on devrait s'en inspirer. On devrait s'en inspirer en les contemplant, en les regardant, et en se disant comment des hommes ont pu donner toute leur vie, leurs compétences, pour laisser une trace et un message à travers le temps, en disant j'espère que les générations futures comprendront le message des rosaces dans les cathédrales, le message des portes. Ce sont des messages intemporels, et nous devrions les méditer en nous demandant, en tout cas moi c'est ma démarche, et moi, quelle est ma participation au monde? Qu'est-ce que moi je vais laisser comme trace? Mes relations interpersonnelles,
mes relations familiales, mes relations amicales, mes relations avec mon passé, mes parents, mes grands-parents, mes relations avec ma culture, avec ma nation, mon pays, mon peuple, ma langue, mes relations avec le monde, avec ma vision du monde, mes relations avec cette magnifique terre sous nos pieds. Qu'est-ce qui va rester de ça? Quelle est ma participation? Quelle trace je laisse? Et c'est pour ça vraiment que j'ai fait cette formation sur les bâtisseurs. C'est que, d'ailleurs, je voudrais vraiment encore remercier Frédéric et Thomas qui étaient avec moi dans ce moment particulier à la cathédrale de Rouen, quand j'ai donné une conférence à Rouen. Et nous sommes bien sûr allés visiter cette cathédrale incroyable. Et nous étions dans la cathédrale et j'ai senti, on était en train d'en discuter, on regardait différents endroits et ils me posaient des questions et on se posait des questions ensemble. Et j'ai vraiment senti leur résonance. En fait, ils sont entrés en résonance avec ce bâtiment. Et parce que ce sont tous les deux des bâtisseurs d'aujourd'hui, et ce sont des âmes initiées, ce sont des êtres qui se posent des questions profondes et qui cheminent, et qui questionnent leur vie, qui interrogent le monde, eh bien, en fait, c'est eux qui ont allumé en moi le feu pour faire cette formation. Et je l'ai gardé sous le coude, comme une petite braise, et j'ai profité d'une semaine de formation au Jardin de l'Olivier en Grèce pour vraiment investiguer avec les participants, réfléchir sur cette idée d'être un bâtisseur, de participer à une œuvre et de tout ce que ça impliquait. Alors voilà, je voulais encore les remercier pour ça parce que vraiment, c'est grâce à eux et puis grâce à tous ceux qui étaient présents lors de cette semaine et grâce à tous ceux qui sont abonnés au cercle d'études en ligne sur mon site que tout ce travail a été rendu possible. Dans cette formation, j'ai vraiment, en fait, ce sont deux hommes assez jeunes qui m'ont posé ces questions. Ce sont des hommes qui sont en train de bâtir leur vie, qui sont en train de questionner qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie, qu'est-ce qu'ils vont construire, quelle va être leur participation dans le monde. Et voyez la question indissociable de qui m'a posé la question. Ce sont deux hommes dans la force de l'âge qui m'ont posé ces questions sur la cathédrale de Rouen. Et en fait, en questionnant cette cathédrale, et donc les bâtisseurs, les hommes qui ont fait cette œuvre, ils questionnaient, ils portaient en eux les questions de leur vie. Et c'est ce qui m'a vraiment inspiré. Dans cette formation, j'ai vraiment voulu parler à des hommes, des êtres humains qui aujourd'hui sont en train de bâtir leur vie jour après jour, qu'on le veuille ou non. Nous nous levons le matin et nous tous, nous participons au monde. Et qui questionnaient cette participation au monde et quelle intelligence il y avait à l'intérieur. Parce que, voyez, quand les bâtisseurs par exemple, de cathédrales ou d'une mosquée, les architectes, les ingénieurs, les techniciens et les maçons, les ouvriers, sont en train de bâtir quelque chose. Ils sont pris dans un cadre général qui leur dit, voilà, tu fais une mosquée pour Dieu, tu fais une cathédrale pour Dieu, tu fais une pyramide pour un temple et tout ça. Bon. Tu es pris dans un système qui te donne le sens de ta vie. Donc, le sens de ta vie, il est pas forcément à questionner par toi-même. Tu rejoins quelque chose, une société, tu rejoins une conception, une vision du monde. Et en cours de route, peut-être que tu vas être initié, tu reçois des secrets. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, on questionne. Franchement, il y a de quoi se questionner sur le sens que nos sociétés donnent à la vie humaine aujourd'hui, à la valeur que ça a d'ailleurs, et à l'utilité. Si finalement être un humain aujourd'hui, c'est être un bon consommateur pour participer à la prospérité mondiale par la croissance et le développement infini de la consommation. Bah franchement, moi, en tout cas, je sais pas vous, mais moi, c'est pas nécessairement quelque chose qui me donne envie de participer à cette œuvre collective. Hein. L'œuvre collective du PIB, du produit intérieur brut, l'œuvre collective de l'indice de développement qui est donné par, je sais pas moi, l'ONU. Vous voyez, voilà, moi, ça m'intéresse pas en tout cas de participer à ces œuvres-là. Et donc j'avais envie de parler à des êtres qui sont en questionnement et qui sentent que jour après jour, ils participent à quelque chose sans nécessairement maîtriser et choisir ce à quoi ils participent. Et donc, j'ai voulu vous transmettre des secrets. Pour ça, vraiment, je me suis inspiré de ces lieux parce que je me suis dit, à la manière de Platon, c'est un conseil de Platon plutôt que je suis, c'est que au lieu de chercher une réponse dans un problème, en réfléchissant sur le problème, essaye de prendre du recul et de réfléchir à de manière générale ce qui fonctionne dans ce domaine, pour voir le dysfonctionnement, pour voir la maladie, essaye d'étudier la santé. Et du coup, les raisons de la maladie vont commencer à te sauter aux yeux. Et je me suis dit, en méditant sur des œuvres accomplies, magnifiques, porteuses de sens, d'intelligence, de beauté, de grandiose, de sacré, qui ont inspiré des êtres. Vous vous rendez compte j'étais à la grande mosquée de Cordoue il y a pas longtemps, bien sûr les cathédrales que je connais très bien. Vous vous rendez compte le nombre de gens qui sont rentrés dans ces lieux et qui se sont sentis en résonance avec l'éternité, qui ont pu s'adresser à l'éternel, faire vibrer leur cœur, se confier.
exprimer leurs espoirs, peut-être trouver des inspirations et des solutions. Vous vous rendez compte le privilège d'avoir participé à un tel chantier et d'avoir posé une pierre dans cette œuvre collective, et ensuite, pendant des siècles, des êtres rentrent à l'intérieur et entrent en vibration et en communion avec l'univers, l'éternité à l'intérieur d'eux. Mais c'est un privilège incroyable. Et je me suis dit, c'est pas possible que ça soit fini. C'est pas possible que ce soit déjà arrêté, qu'il n'y ait plus de chantier en cours aujourd'hui. Et je pense qu'il y a des chantiers en cours aujourd'hui qui sont plus subtils peut-être, moins visibles, auxquels il est possible de se joindre et de participer pour mettre sa pierre à l'édifice et se dire que au moins je n'aurais pas vécu pour rien, j'aurais au moins un jour ou deux dans ma vie participé à quelque chose qui a du sens et qui valait la peine, quelque chose qui vaut la peine, parce que franchement dans nos vies il y a plein de choses. Est-ce que ça vaut la peine d'être vécu? Oui, mais enfin c'est pas non plus nécessairement très signifiant ou justement très participant à quelque chose qui a du sens. Et donc de trouver une œuvre collective qui a du sens aujourd'hui, je trouve que ça vaut la peine. Donc j'ai voulu vraiment donner des conseils sur comment se positionner soi en tant que bâtisseur, parce que tu vois les premières questions à se poser, c'est tu veux rejoindre un chantier, d'accord, mais pour faire quoi? Et donc, le chantier va d'abord jouer un effet de miroir et il va t'inviter à te questionner sur quelle est ta présentation et ta participation. Tu veux rejoindre le chantier, mais en tant que quoi? Pour faire quoi? Quelle est ta compétence? Est-ce que tu es certain que tu as cette compétence? Est-ce que tu as envie que ce soit grandiose? Mais est-ce que toi-même, tu peux participer au grandiose et comment? Vous voyez, c'est vraiment une des premières choses sur laquelle il faut se positionner. Ensuite, je trouve qu'un chantier, il va te questionner sur ta capacité à obéir à une intelligence supérieure. Parce que quand tu rejoins un chantier, en réalité, c'est rarement pour être le maître d'œuvre. Tu comprends? C'est rarement pour être l'architecte. Il y en a très peu. C'est vraiment la pyramide. Au sommet, il y a très peu de compétences nécessaires dans ce domaine-là. Donc peut-être que tu vas rejoindre le chantier pour porter des seaux d'eau pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu es capable de, en partie, faire ce qu'on te dit? Le chantier va aussi te demander, est-ce que tu es capable d'apprendre, d'évoluer, de progresser? Est-ce que tu veux absolument apprendre, évoluer, progresser pour ne plus être à la place que tu occupes parce que dans le fond, ça te gêne? Tu comprends? Le chantier va te poser énormément de questions. Est-ce que tu es capable d'avoir des relations saines avec les autres? Est-ce que tu es capable de créer sans mettre d'énergie négative dans ta création, c'est-à-dire sans être en train de te râler, de te plaindre, de protester, d'être dans l'ingratitude? Est-ce que tu es capable de créer en étant dans la gratitude de ta participation à cette création? Tu vois, moi, c'est plein d'expériences que j'ai vécues moi-même parce que j'ai participé à beaucoup de chantiers communautaires. J'ai participé à des créations communautaires. Je vous en parle d'ailleurs dans la formation à plusieurs reprises. Et j'ai appris énormément de choses. Je trouve que le lieu de la construction, le chantier, c'est un lieu où tu ne peux pas te cacher. Parce que tu vois, c'est physique. Et si à un moment donné, tu fais semblant de bosser, eh ben, tu peux pas en fait. Ça va se voir. Tout le monde va voir que tu fais semblant de travailler, et ton attitude va immédiatement impacter la collectivité, le travail communautaire et finalement l'œuvre. Et moi, j'aime bien cette idée que quand on est incarné sur la terre, dans la matière, c'est pour ne pas se cacher. C'est pour se confronter à soi ou pour apprendre à se connaître à travers des faits concrets. Et c'est pour se révéler dans la matière. La matière nous permet de nous révéler. Et si à l'intérieur de nous, de façon un peu cachée, un peu subtile, il y a, je sais pas moi, de la frustration, de l'illusion de soi, du baratinage, un manque de confiance en soi, tout ça, ça va sortir très très vite et ça va se voir, ça va se révéler. Et c'est bien. Et je pense que c'est bien et que c'est juste. Et nous devrions sur la terre chercher à ne pas nous masquer, ne pas nous cacher, ne pas nous voiler la face et essayer d'apprendre à nous connaître à travers nos œuvres. Et pour ça, je trouve que participer à une œuvre collective qui a du sens, qui va vers le beau, vers le grand, vers le mieux, et qui va pouvoir être léguée aux générations suivantes comme un outil de connaissance de soi, de reliance au sacré, c'est vraiment le top. C'est vraiment l'opportunité des opportunités, c'est la chance des chances. Et donc voilà, j'ai vraiment voulu faire cette série d'enseignements, de partage, pour vous donner des clés, des méthodes beaucoup plus précises. Et je me suis inspiré pour ça de ma fréquentation des lieux sacrés, dans lesquels j'ai vraiment puisé l'inspiration de nos ancêtres finalement, de nos ancêtres bâtisseurs, parce que ils ont laissé leur trace, leur mémoire, elle est là. C'est un témoignage vivant. Alors il y en a beaucoup en Égypte, hein, bien sûr, on a visité Karnak, Abydos, de nombreux lieux dans lesquels les anciens ont laissé des traces d'un savoir-faire. Et beaucoup de messages sont cachés
au musée du Caire aussi, bien sûr, on a vu énormément d'œuvres. Et voilà, je vous en parle vraiment longuement avec énormément d'exemples et de détails. Et ce qui m'a tenu à cœur, c'est vraiment d'avoir des outils pour la vie aujourd'hui, pour la vie quotidienne aujourd'hui, des choses qu'on peut mettre en application aujourd'hui. J'espère vous avoir montré que les bâtisseurs ont un message qui est codé dans tous leurs bâtiments, dans toutes leurs œuvres, dans tout l'héritage qu'ils nous ont laissé, mais que ce qui est à étudier, c'est pas nécessairement l'extérieur, l'architecture, les squelettes qui sont comme des traces de ce qu'ils nous ont dit, mais que c'est une sorte d'esprit commun et collectif à toutes ces œuvres, que cet esprit il est intemporel, il est universel et qu'il est encore accessible aujourd'hui. Je vous en parle vraiment en détail dans la formation. Si vous avez envie de pouvoir apprendre à lire ces œuvres et ces secrets, je vous donne toutes les clés dans la formation. Et si vous êtes prêt à vous-même peut-être passer à l'action, à commencer à devenir vous-même les bâtisseurs de votre vie, à faire, si vous réalisez que votre vie en réalité c'est votre chantier, que l'œuvre de votre vie c'est vous-même et qu'il n'y a pas d'autre bâtisseur que vous-même pour votre propre vie, eh bien vous pouvez rejoindre tout à fait la formation parce que je vous donne vraiment des méthodes concrètes sur l'art de la reconstruction intérieure. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre dans cette œuvre parce que c'est vraiment ce que j'ai souhaité en tout cas, c'est lancer un grand appel à tous les bâtisseurs du monde, qu'ils s'unissent d'abord en esprit pour travailler sur leur propre chantier intérieur et qui sait peut-être nous rejoindre dans un des grands chantiers que je voudrais lancer prochainement, dans des lieux d'accueil, d'éducation essénienne, de thérapie, de reconstruction, de connaissance de soi. Je vous en parlerai plus prochainement. Je vais déjà vous laisser avec le secret des bâtisseurs. Allez sur le site internet où se trouve le cercle d'études en ligne. Vous pouvez découvrir cette formation et puis vous mettre à l'œuvre sur votre chantier intérieur et nous rejoindre dans cette œuvre, ce champ d'énergie qu'on va créer, cette sorte de synergie mondiale d'êtres qui se remettent à l'œuvre pour eux-mêmes, qui se remettent au job, au boulot, qui se retroussent leurs manches et puis qui essayent de reconstituer d'abord à l'intérieur d'eux cette synergie participative qui part des profondeurs et des racines de la Terre et qui rejoint l'unité absolue et donc universelle.